Mesdames et messieurs, bonjour. Chers amis, praticiens et passionnés du droit, le Café Juridique vient à vous par la vidéo, compte tenu de cette pandémie qui ne nous permet plus de maintenir notre mode de vie habituel. C'est ainsi que pour cette 21e édition, les orateurs, les intervenants d'autres rubriques vont venir chez vous au travers de la vidéo par les médias sociaux qui sont à notre portée. Il en sera ainsi jusqu'à ce que la situation revienne normale. La COVID existe et nous sommes tous interpellés à observer les recommandations que les professionnels sanitaires nous dictent. Je profite aussi de l'occasion pour demander à tous ces passionnés ainsi qu'à tous ces esprits épris de droit qui ont des thèmes qu'ils voudraient développer au travers notre espace de se manifester à l'adresse qui est indiquée à l'écran. Un confrère m'a dit: nous sommes appelés à être confinés chaque fois qu'il le faut, mais nous ne devons pas confiner les droits. Mesdames et messieurs, bienvenue à la 21e édition du Café Juridique. À l'attention de tous les avocats de notre barreau, du barreau de Lubumbashi, qui vont devoir suivre mon intervention, une courte intervention. Je voudrais d'abord leur adresser mes chaleureuses salutations et les recommander vivement en cette période de Covid-19 de prendre suffisamment de précautions en ce qui les concerne pour que nous n'ayons pas à déplorer des cas de décès. Si j'interviens ce jour, c'est encore une fois un honneur que l'on me fait de placer une réflexion, de soumettre à la réflexion des avocats un sujet dans le cadre du Café Juridique. Et ma réflexion va porter sur un sujet qui paraît être très clivant. Alors que, à mon humble avis, la question étant déjà réglée par les dispositions légales, la question, les problèmes soulevés, les polémiques suscitées par cette question devraient faire plutôt une unanimité, les textes étant clairs. De quoi il s'agit? Il s'agit de l'installation des nouveaux barreaux, de la création des nouveaux barreaux. Cette question a commencé avec la création des nouvelles provinces. Dans la loi, d'abord dans la Constitution, en son article 2, si je ne m'abuse, il est dit que la RDC est composée de la ville de Kinshasa et de 26 provinces. À la faveur de la loi de programmation sur l'installation, la loi qui détermine les modalités d'installation des nouvelles provinces, il s'est vu être créé des cours d'appel dans ces nouvelles provinces. Et comme d'aucuns le savent, des barreaux sont également créés parce qu'il en existe au regard de la loi. Il existe la loi judiciaire, la loi, je crois la loi 013, autour de laquelle de sérieuses polémiques sont en train de naître depuis ces derniers jours. Alors, disais-je, cette loi prévoit que soit créé un barreau près chacune cour d'appel. Plus près de nous, il s'est agi plus exactement de la province du Haut-Lomami, de la province de Tanganyika et de la province du Lualaba. Quand est-ce qu'un barreau est créé? Dans ces provinces-là, des cours d'appel ont été créées par décret du Premier ministre, et à la suite de ce décret,
devraient naître des barreaux. Et les barreaux sont nés. Au terme de la loi, article 48 de la loi qui organise le barreau, la loi organique de 79, il est dit que lorsque le nombre des avocats dans le ressort d'une cour d'appel atteint le chiffre 8, un barreau se crée. Alors, quand le barreau se crée, il se pose des problèmes. Notamment la question de la convocation de l'Assemblée générale, l'Assemblée élective. En fait, la loi dit que lorsque le nombre des avocats atteint le chiffre 8, le premier président convoque et préside l'Assemblée. Au cours de cette Assemblée, le bâtonnier est élu et les membres du Conseil de l'ordre. Les dispositions qu'il faut combiner sont de la loi numéro 79 portant organisation et fonctionnement du barreau, sont les dispositions des articles 48 et 53 qui disent, sauf circonstances exceptionnelles rendant impossible l'application de cette disposition, le bâtonnier et les membres du Conseil de l'ordre sont élus dans le mois. Et la question se trouve à ce sujet. Le chiffre 8 ayant été atteint, le premier président convoque l'Assemblée. Maintenant, quelles sont les personnes qui peuvent briguer les charges ordinales? La loi dit qu'il faut avoir une ancienneté de 5 ans au moins pour postuler comme bâtonnier. Il faut également avoir eu la qualité d'ancien membre du Conseil de l'ordre pour postuler comme bâtonnier. Voilà les deux conditions cumulatives que suscite la naissance d'un barreau. Faisant une interprétation de ces dispositions, de l'article 52, 53 et 48, certains juristes pensent que, à la naissance d'un barreau, tout avocat peut briguer les charges ordinales. Nous pensons que la loi ne fait pas exception pour les nouveaux barreaux. Parce qu'on dit les avocats inscrits à un tableau. Cela suppose qu'au départ, nous sommes régis par les dispositions de la loi organique qui organise le barreau. Maintenant, une autre question, à mon point de vue, je crois que si on se rencontre on se trouve devant une situation où, à la création d'un barreau, aucun avocat se trouvant dans le ressort de la cour d'appel n'est réuni ce critère d'ancienneté et cette conditionnalité légale d'anciens membres du Conseil de l'ordre. En ce moment-là, la loi permet qu'on puisse élire des personnes ne remplissant pas ces conditions d'ancienneté et cette conditionnalité de la qualité d'ancien membre du Conseil de l'ordre. La question est claire. Alors, j'ai appris que des élections ayant été organisées après que le premier président ait convoqué l'Assemblée élective, des décisions, des élections être déférées en appel. Être déférées en appel. Le cas le plus récent, c'est le cas de Olomami. La décision, l'élection du bâtonnier et des membres du Conseil de l'ordre ont été déférés en appel, mais malheureusement, au décret d'appel, le Conseil national de l'ordre a décidé que pour ce cas, nous n'avions pas de tableau. Cela m'a donné à réfléchir un tout petit peu. Quand est-ce que le barreau, effectivement, prend naissance? C'est au moment où les nombres d'avocats dans le ressort atteint le chiffre 8. Comment est-ce que concrètement, in concreto, on
on va dire que le barreau a commencé. La loi n'est pas très explicite là-dessus. La loi n'est pas assez explicite. Est-ce qu'il faut un tableau? Alors, qui établit le tableau? C'est le premier président. Quand est-ce que ce tableau doit être considéré comme valable, régulier? Il faut que le tableau soit envoyé au Conseil national au plus tard le 15 septembre, d'après les dispositions de nos textes, au plus tard le 15 septembre de chaque année, pour que le Conseil national puisse approuver le tableau. Voilà un peu de mots, les questions soulevées par la création de nouveaux barreaux. Moi, je pense que la loi est claire. Les décisions du Conseil national de l'ordre sur cette question sont légères et ont tranché. Pour briguer aux charges ordinales, s'agissant du bâtonnier, il faut avoir la qualité d'ancien membre du Conseil de l'ordre. Il faut également avoir l'ancienneté de 5 ans au tableau, au moins. Et pour briguer aux charges des membres du Conseil de l'ordre, seule l'ancienneté de 5 ans est requise. Si personne dans le barreau n'est réuni à sa naissance, n'est réuni ses critères, on va déroger, on acceptera n'importe qui. Et la question du tableau, pour moi, n'est pas très claire. Le premier président tient le tableau parce qu'il est dit que là où il n'existait pas encore de tableau, c'est le premier président qui organise, qui fait office du bâtonnier et des membres du Conseil de l'ordre. Un petit détail pour terminer. Quand les élections, le scrutin a lieu, on dit l'élection du bâtonnier précède celui des membres du Conseil de l'ordre. Dès que le bâtonnier est élu, cela s'entend que c'est le bâtonnier élu qui va organiser l'élection des membres du Conseil de l'ordre. Ça, c'est l'esprit et même la lettre des dispositions légales qui nous régissent. Donc, il y a 2 scrutins. D'abord, le premier scrutin portant organisation, élection du bâtonnier, et le deuxième scrutin porte élection des membres du Conseil de l'ordre. Voilà un peu de mots, parce que la matière est très abondante. Il y a plusieurs choses à dire sur la question. J'ai voulu susciter, j'ai voulu attirer, livrer à l'attention des confrères mon point de vue, mon interprétation sur les dispositions relatives à l'organisation des élections lors de la création des barreaux. Dans le cadre du café juridique de la commission scientifique du barreau du Haut-Katanga, il m'a été demandé d'émettre un point de vue sur un cas de jurisprudence. Et au regard de tous les débats que nous lisons, que nous observons sur le net, sur la toile, nous avons jugé bon d'aller carrément plus loin qu'un seul cas de jurisprudence, parce que les faits d'actualité, il y en a tellement en ce moment, il y en a beaucoup. Tout le monde s'improvise juriste, et même parmi les juristes, il y a différentes spécialités ou spécialisations. Chacun va selon sa compréhension ou ses préférences politiques. Le débat va au-delà du simple droit. Alors, au regard des points aussi brûlants, comme nous le disions, les uns que les autres, qui constituent l'actualité autour des palais de justice, ces questions qui vont de procédures simples aux procédures que l'on pourrait qualifier des plus compliquées, à celles du fond, celles-ci relevant tant des juridictions de l'ordre judiciaire qu'administratif, sans omettre celles des affaires pendant devant la Cour constitutionnelle.
nous avons donc, disais-je, jugé bon de soumettre cette réflexion plutôt sur la jurisprudence en elle-même. Qu'est-ce que l'on entend par jurisprudence? Est-ce que toute décision judiciaire peut-elle être considérée comme la jurisprudence, ou peut-on simplement parler de cas de jurisprudence? Alors, nous pensons que l'on devra d'abord retenir ce mot-là, ou cette notion, parce qu'elle est plutôt vaste. En quoi consiste la jurisprudence, selon le vocabulaire juridique? Bien entendu, chaque domaine de la vie scientifique a ses termes ou sa terminologie propre. Ainsi, selon le vocabulaire juridique que nous pouvons consulter, et celui que nous aimons particulièrement, c'est celui de Gérard Cornu, le vocabulaire juridique. Celui-ci retient notamment de la jurisprudence comme, au-delà de toutes les définitions qu'il donne de cette notion, nous avons pu en retenir 6. Déjà pour dire que le mot en soi n'est pas limité. Il y a une multitude de compréhensions à entendre, mais toutes ces compréhensions vont dans le même sens. Parce que ces définitions, pourrait-on le dire, se complètent les unes les autres. Alors, en premier lieu, l'on peut considérer une jurisprudence comme cet ensemble de décisions de justice rendues pendant une certaine période, soit dans une matière, la jurisprudence immobilière par exemple, soit dans une branche du droit. L'on parlera alors de la jurisprudence civile, la jurisprudence fiscale, la jurisprudence pénale, il y en a tant, selon les domaines d'exploitation, soit même dans l'ensemble du droit. Alors, la deuxième proposition qu'il donne est l'ensemble des solutions apportées par les décisions de justice dans l'application du droit, notamment dans l'interprétation de la loi quand celle-ci est obscure. Les termes sont appropriés. Interprétation de la loi quand cette loi est obscure. Alors, à partir de quel moment peut-on considérer qu'une loi est obscure? Le débat peut être lancé. Ou même dans la création du droit. On peut considérer que la jurisprudence intervient même dans la création du droit. Nous avons dit pas de la création de la loi, mais de la création du droit, en ce que, bien entendu, la jurisprudence fait partie des sources du droit. Donc, elle est à considérer comme faisant partie activement de l'œuvre du juge dans la création du droit, quand il faut compléter la loi, suppléer une règle qui fait défaut. La jurisprudence est aussi cette personnification de l'action des tribunaux. Et là, il faut aller dans le sens de l'opposer à la doctrine ou à la législation elle-même. Elle est aussi cette habitude de juger dans un certain sens, et lorsque celle-ci est établie, cette jurisprudence, on parle alors de jurisprudence constante ou fixe. Elle est le résultat de cette habitude, donc une solution consacrée d'une question de droit considérée au moins comme autorité, parfois comme source de droit. Ce terme source de droit revient encore une fois. Sans parler de la tendance habituelle d'une juridiction déterminée ou d'une catégorie de juridiction à juger dans tel sens. Et là, c'est pour répondre un peu à ceux qui pensent plutôt, parce qu'ils sont nombreux, c'est un point de vue, qui pensent plutôt que l'on ne peut parler de jurisprudence que lorsque la décision a été entérinée par la haute juridiction, dans le cas d'espèce la Cour de cassation. Et anciennement, on parlait de la Cour suprême de justice. Donc l'on comprend ici que une tendance habituelle prise par une juridiction, n'importe laquelle, pour autant qu'elle ne soit pas cassée par la juridiction supérieure, déterminée ou d'une catégorie de juridiction à juger dans un sens. Donc, exemple, juridiction de la chambre criminelle de la Cour de cassation ou de la chambre administrative de nos cours d'appel présentement. Et enfin, la pratique judiciaire en elle-même peut également être considérée comme jurisprudence. En cela, nous voyons l'habitude de procéder ou d'opérer de telle manière, en dehors des questions de droit, dans les mesures d'instruction, les conciliations, les évaluations, et les exemples sont légion. Alors, au regard des faits d'actualité, l'on ne saurait conclure cette réflexion sur la jurisprudence
sans faire allusion à ce que la doctrine qualifie de bris de jurisprudence. Qu'est-ce que l'on entend par bris de jurisprudence? C'est très important que l'on s'entende sur cette notion. Le bris de jurisprudence, comme le terme le dit, briser, c'est en quoi consiste cette notion? Elle consiste en l'intervention législative destinée à rompre avec une solution jurisprudentielle en adoptant pour l'avenir une règle qui l'exclut. Concrètement, qu'est-ce que nous constatons? Dans tous les débats actuellement en cours, nous constatons que les juridictions ont pris, en se référant à une certaine manière de faire édictée par la haute cour, la cour de cassation, le pouvoir législatif intervient pour briser cette manière, de quelque manière que ce soit, sans entrer dans les détails de la manière dont cette jurisprudence pourrait être brisée, mais on constate que le législatif intervient pour recadrer, entre guillemets, la décision jurisprudentielle qui a toujours été en cours. On ne peut pas non plus omettre le revirement de jurisprudence. Qu'est-ce qu'on entend par un revirement de jurisprudence? C'est simplement l'abandon par les cours et tribunaux de la manière de faire généralement reconnue. Les cours et tribunaux décident, par une décision de principe généralement, de trouver solution autrement que par les décisions qui sont en vigueur en ce moment-là. Donc il s'agit d'un revirement qui s'entend comme de l'abandon des tribunaux eux-mêmes, par les tribunaux eux-mêmes, d'une solution que ces tribunaux jusqu'alors admettaient. Adoption d'une solution contraire à celle que ces tribunaux consacraient. Renversement de la tendance dans la manière de juger, en un point. Alors, pour demeurer davantage dans l'actualité judiciaire, nous ne perdrons pas de vue, en référence certainement au récent procès médiatique que nous avons tous suivi, sous le RP 26931 devant le tribunal de grande instance de Kinshasa, célèbre procès par la force des événements autant que de ses acteurs. Ce procès qui a mis en cause le ministère public et la partie civile qui n'est rien d'autre que la République démocratique du Congo elle-même, contre les parties civiles Sami Jamal, Kamere Vital et Mouima Jano. Alors de là, nous voyons la notion de jurisprudence prétorienne. Qu'est-ce qu'on entend par la jurisprudence prétorienne? Ça va de soi que c'est au souvenir du prêteur romain. Le prêteur romain, c'est une jurisprudence qui retient une solution au-delà de la loi, dans le silence de la loi ou même à la limite contre la loi elle-même. Les débats sont allés dans tous les sens, les uns disant avant le prononcé de ce jugement que le tribunal devrait, maintenant nous disons aurait dû surseoir quand l'une des parties avait soulevé l'exception d'inconstitutionnalité. Mais évoquant une autre jurisprudence, le tribunal a forcé, ce que certains emploieraient plutôt ce terme de forcer, a forcé. Et c'est cela qu'on retient comme jurisprudence prétorienne. L'on n'est pas d'accord, mais elle vaut et elle s'est appliquée. Alors, cette jurisprudence prétorienne procède en l'absence de texte et à l'initiative d'une autorité, dans le cas d'espèce, comme nous venons de le dire, le tribunal lui-même, d'une élaboration autonome et surtout audacieuse. Il faut peser le mot. Audacieuse, parce que contre toute attente et forçant pratiquement, comme nous l'avons dit, par opposition à ce qui résulte de l'application pure et simple de la loi. Donc nous revenons encore sur ce haut débat qui nous a tous enrichis sur l'exception d'inconstitutionnalité. Alors nous pouvons évoquer, toujours en rapport avec ce débat, ce procès, avec quelque peu de risque de sombrer dans ce que l'on pourrait qualifier plutôt de débat politique. Mais nous nous efforçons à être au-dessus de cela, en citant simplement, parce que cela vient plutôt des textes que nous avons pu consulter, quelques cas de jurisprudence sur les formalités essentielles d'un jugement. Parce qu'à la base, nous avons dit, nous sommes en train de mener un procès contre un jugement. Il ne s'agit pas d'un procès en appel, mais un procès contre la jurisprudence en elle-même. Alors, la Cour suprême de justice en son temps a notamment jugé qu'il est considéré comme formalité substantielle dans tout jugement, non seulement l'exposé sommaire des points de fait et de droit contestés entre parties,
mais aussi l'indication des qualités qui constituent une sorte d'historique du procès et qui devraient venir ainsi s'adapter aux motifs et aux dispositifs dont elles permettent, par cela même, de vérifier si le juge a bien statué conformément à la procédure légale. Qu'est-ce que la jurisprudence entend dire par là? Simplement que c'est un rappel que le juge ne tranche pas selon son bon vouloir. Il part de son intime conviction, mais tout cela doit être canalisé dans un faisceau de lois et règlements que la loi lui impose. L'on a parlé également de ce cas, pour rester dans l'actualité de ce procès, comme je disais, que le tribunal n'aurait pas bien motivé son jugement, mais s'agissant de la motivation que l'une des parties peut qualifier de fausse, la Cour suprême de justice a également tranché qu'il a été jugé qu'une fausse motivation, aussi fausse soit-elle, ne constitue pas une ouverture à cassation. En ce qui est des conflits de loi dans le temps, les cas sont légion. Donc, on peut s'étendre sur cette question et à n'en point finir. Mais revenant à l'essentiel, nous estimons que l'essentiel est dit sur la jurisprudence. Voilà, je vous remercie. Maître Vanessa Lamba, avocat au barreau près la Cour d'appel du Haut-Katanga. Je suis ici dans le cadre du café juridique, rubrique de couverte. Je voudrais que nous puissions découvrir ensemble la loi numéro 015/005 du 17 mars 2015 portant code des assurances. D'aucuns pourraient dire qu'il s'agit d'une loi de 2015 alors qu'on est en 2020, ce n'est pas une découverte, mais il s'agit d'un secteur qui n'est pas encore en vogue en République démocratique du Congo. Au fait, la RDC, ayant pris conscience que les opérations d'assurance relèvent du secteur concurrentiel de l'économie et qui peut apporter beaucoup d'investissements, a libéralisé le secteur des assurances. Alors, je vais plus focaliser mon propos sur la création des sociétés d'assurance, des conditions. Alors, la première condition pour créer une société d'assurance, il faut préalablement avoir l'agrément de l'autorité de régulation et de contrôle d'assurance, ARCA en sigle. La deuxième condition est la forme. Pour toute société d'assurance, quelle que soit la branche que la société choisit, s'il s'agit de l'assurance maladie, assurance automobile, l'assurance sur la vie ou sur la santé, ça doit être sous forme de société anonyme non unipersonnelle. Alors, la loi prévoit comme capital social un minimal de 10 milliards de francs congolais et plusieurs conditions pour les dirigeants sociaux qui doivent, dans leur dossier aussi, doit être présenté à l'ARCA pour son agrément préalable avant la création de la société. Alors, s'il faudrait critiquer un peu cette loi, nous trouvons qu'elle est encore rigoureuse et ne permet pas les investissements. Premièrement, pour le montant exorbitant du capital, parce que 10 milliards de francs congolais, c'est un équivalent de 10 millions de dollars américains, même s'il faudrait garantir les risques, c'est encore énorme. Donc, si on peut proposer une réforme et plusieurs conditions, notamment sur l'expérience professionnelle que doivent avoir les dirigeants sociaux, c'est des conditions qui empêcheraient qu'il y ait beaucoup plus de sociétés d'assurance parce que nous n'en comptons pas encore beaucoup en RDC, alors que c'est un secteur qui pourra promouvoir ou propulser l'économie du pays. Donc voilà en somme ce que j'ai voulu partager dans la rubrique découverte avec vous, chers maîtres, et fouiller encore plus la loi pour proposer aux clients d'ouvrir des sociétés d'assurance en RDC. Merci. Avocat
nous parlons pour faire échec à l'injustice, pour délivrer un droit de sa captivité, pour empêcher qu'on triche avec l'accusé, pour le libérer de la parole qui est en lui, ou ramasser ses larmes. Une plaidoirie n'est pas un passe-temps, un contretemps ou un temps mort, mais doit être un temps fort dans la recherche dialogique du juste. J'ai bien fait de commencer par ce passage de l'avocat Jean-Marc Varol, parce que pour moi, je porte, on va dire, une obsession presque démentielle pour la parole. Et cela fait très longtemps que je le prêche. Je n'imagine pas un avocat qui n'ait pas de parole. Je ne parle pas simplement de cette parole qui communique. On transmet les conclusions aux juges, on les débite, mais d'une parole telle que le commun des justiciables l'attendent d'un avocat. Et cela se cultive. Cela se cultive par l'étude de la rhétorique, qui est l'art de l'éloquence. L'art de l'éloquence. Comment on procède, quel cheminement le travail du discours prend. Alors je le dis en 2 mots. La rhétorique, c'est la science de l'éloquence. L'éloquence, c'est la pratique. Vous êtes éloquent parce que vous parlez bien. Mais qu'est-ce qui fait précisément que vous soyez éloquent? Ou qu'est-ce qui fait que vous êtes éloquent? Ça, c'est la rhétorique qui étudie ces catégories. Et la rhétorique est donc la méthode de fabrication de discours qui procède en 4 temps. Vous avez l'invention, c'est-à-dire la prospection d'arguments. Deuxièmement, la disposition, comment on range ces arguments, parce que la disposition d'arguments en rhétorique est considérée comme un argument en soi. Il ne faut pas un discours entortillé. Troisièmement, l'élocution. C'est la richesse du verbe, les figures de style. Et enfin, vous avez l'action. L'action, c'est la manière d'incarner le discours au moment de le prononcer. Avec les fluctuations de voix, c'est le solfège du discours, comme on le dit. Et un jour qu'on demande à Démosthène quelle est la partie la plus importante, la première partie de ces 4-là, il dit c'est l'action. Et la deuxième, il dit c'est l'action. Et la troisième, il dit c'est toujours l'action. L'action est donc cette dernière partie du discours qui étudie la manière de l'incarner au moment où on le prononce. Et ça fait toute la différence. L'éloquence, ce n'est jamais, comme on le croit, parfois une bouillie de mots creux. L'éloquence est souvent dans la simplicité, dans une fluidité gracieuse du verbe qui coule de source. C'est cela, l'éloquence. On n'est jamais dans la grandiloquence, dans une recherche terrible d'expression et tout ça. On est dans la simplicité du langage, mais c'est un langage travaillé. C'est un langage travaillé. Et donc, on disait qu'au commencement était la parole, mais on a l'impression que pas à la fin. Pourquoi? La parole de l'avocat se meurt. Elle est mutilée. Il est de son devoir de la défendre. Comment? D'abord, en lui restituant toutes ses ressources. Mais ne vous y méprenez pas. Les juges demeurent toujours séduits par une belle parole d'avocat. N'allez pas dire que ça ne sert à rien. En tout cas, ça ajoute au prestige de l'avocat. Et avec les clients que l'on va rencontrer, si l'éloquence n'est plus utile au prétoire, mais les clients que nous allons rencontrer, ils nous entendent parler. Ils nous jugent à travers notre parole, notre expression. Alors, il faut la travailler. Il faut la travailler. Et donc, l'éloge qu'il faut faire de la parole, je l'ai d'ailleurs refait ici lorsque j'avais dédié ce livre à l'un des plaideurs que notre barreau se reconnaît, le bâtonnier Mbouichi Mbadi, qui avait de la parole et alors une conception très enchantée, qui n'avait de cesse de la cultiver. Et quand il a plaidé, parce que j'ai eu la chance de suivre une séquence d'une de ses plaidoiries, mais il vous transporte. En l'occurrence, il plaidait pour des avocats, et vous sentez les fluctuations de sa voix. Quand il se perd dans... Quelque part, il dit, « Monsieur le Président, vous n'allez pas donner libre cours à ces genres d'errements sur le plan de la pratique du droit. » L'éloquence est aussi le silence. On ne dit pas assez.
il faut savoir s'arrêter. Il faut savoir jouer avec les fluctuations de sa voix. Je fais un peu de musique. Et vous savez qu'il y a une parenté entre la musique et l'art de l'éloquence. Chez les Grecs, les deux relèvent de l'empire, de l'emprise de la même déesse Polymnie. Pourquoi? Parce que quand vous parlez, il y a une musique qui se dégage. Et vous devez savoir la faire ressortir par la variation de votre ton. Et ce qui fait que, parfois, mes plaidoiries, quand je suis allé au concours d'éloquence, mes plaidoiries étaient comme des partitions de musique. C'est-à-dire, je savais où est-ce que j'allais faire, par exemple, un forte, où est-ce que j'allais faire un piano subito, et donc j'y vais, et tout de suite, je me calme. Tout cela, c'est cela l'éloquence. Que voulez-vous? Que voulez-vous? La parole, quand elle vous berce, quand elle vous permet d'aller au-delà de vous-même, c'est comme une douce poésie, une douce musique. Et cela, on l'attend de l'avocat. On l'attend de l'avocat. Et donc, je rappelle que nous avons l'obligation, tous, d'aller voir un peu de près cette fameuse science qu'on nomme la rhétorique. Qu'est-ce qu'elle apprend? Qu'est-ce qu'elle apprend? Et cela d'autant plus que les clients, quand on leur annonce qu'un avocat va prendre la parole, on sait que les avocats parlent. Il ne faut pas décevoir cette attente. Il ne faut pas la décevoir. Il faut être au rendez-vous. Nous suivons des procès, mais parfois on est, je ne dirais pas dégoûté. Je ne dirais pas dégoûté, mais le mot est au dictionnaire. Je dirais que nous devons restituer aux choses de la parole leur véritable dimension. Leur véritable dimension dans le métier d'avocat. La dernière chose à souligner, c'est peut-être qu'on ne connaît pas d'orateur qui ne soit d'abord homme de bibliothèque. Et dans ma méthodologie, je vais vous donne un secret, j'ai par exemple des dizaines de discours prononcés par les académiciens, l'Académie française. Et j'ai mes carnets où je note des mots que je ne comprends pas, des phrases que je trouve très belles. Et comme ça, tous les jours, je cultive. Pour moi, le travail de la parole est une dimension à part entière du métier d'avocat que je cultive jour après jour. Je crois que les audiences à venir, au rendez-vous de l'état de droit, nous permettront de retrouver au prétoire ces voix si éloquentes, comme des chansons, des douces chansons qui bercèrent jadis et naguère les oreilles des juges. Jesus.